là, on va le retrouver peut-être au cœur de son activité même, puisqu'il est bibliothécaire, il est écrivain par ailleurs, il a aussi publié de nombreux ouvrages ou d'essais. On ne pouvait pas, évidemment, passer à côté de cet imaginaire dont nous sommes certainement très imprégnés, des bibliothèques en feu. Et quant à Philippe Di Folco, que vous connaissez également, à la fois comme écrivain, mais comme scénariste également, je parlerai du travail de recherche d'images d'archives qui a été effectué, et notamment du partenariat tout nouveau que nous avons forgé à cette occasion avec l'INA, un partenariat officiel dont nous sommes très heureux. Nous commençons par les bibliothèques en feu avec Éric Valbec. Merci beaucoup, avec encore de bien belles images à venir. Merci, Francis. Pam, 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 pam. La bibliothèque est en feu. Je répète, la bibliothèque est en feu. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale et vous aurez sans doute reconnu un de ces messages cryptés diffusés par les radios libres. Celui que je viens de vous citer nous intéresse au plus haut point. C'est celui par lequel les résistants annonçaient le largage de parachutistes résistants sur le sol français. C'est tout un symbole que de choisir comme image de résistance, justement, les livres en feu à travers les bibliothèques. Symbole de liberté, bien sûr, mais aussi symbole du savoir, de tout ce que représente le livre et la civilisation. À travers cette image choisie, les résistants veulent redonner espoir et redonner vie. La bibliothèque a beau être en feu, mais comme le phénix, elle finira toujours par renaître. René Char, le poète et aussi grand résistant, ne s'est pas trompé en donnant justement ce titre de « La bibliothèque est en feu » à un de ses poèmes publiés juste après la Seconde Guerre mondiale. La destruction des livres par le feu existe depuis que le livre existe. On détruit les livres pour toutes sortes de raisons, que ce soit par ignorance, par fanatisme, pour raisons politiques, par jalousie. Nous verrons à travers quelques exemples frappants, car j'aurais pu en citer des dizaines, des centaines, voire des milliers, comment l'homme a de lui-même détruit le travail de ses prédécesseurs sous couvert de raisons toujours très ambiguës, voire le plus souvent aberrantes. Bibliothèque en feu, donc le sujet n'est pas récent, loin de là. Alors, je ne veux pas théoriser, ce n'est pas mon métier. Il y a des études récentes sur pourquoi brûle-t-on des bibliothèques. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage très récent et très intéressant de M. Merklin. Il y a des travaux de sociologues, de professionnels tout à fait passionnants sur le sujet, qui est un sujet aujourd'hui éminemment politique. En France, par exemple, ces 15 dernières années, pour mémoire, bien que les médias en aient très peu parlé, entre 1993 et 2013, 70 bibliothèques ont été incendiées. Alors, vous voyez l'image, ici, c'est la bibliothèque de Villejuif, il y a 2 ans. Alors, je préfère vous exposer quelques cas sur les bibliothèques en feu, cas qui nous pousseront à la réflexion et sans doute à la discussion tout à l'heure. Il est intéressant de noter, par exemple, que le premier historien ayant consacré un livre à la destruction des livres, un typographe anglais du nom de William Blades, à qui l'on doit en 1881 un volume intitulé « Enemies of Books », dresse une liste des principales causes de destruction des livres et des principaux ennemis des livres. Je vais vous donner la liste qu'il donne dans son introduction, qui est assez édifiante et toute pleine d'un certain humour anglais. Donc voici la liste de William Blades. Feu, eau, gaz, poussière, négligence, ignorance, malveillance, collectionneurs, libraires, insectes, enfants et employés. Le feu est donc la première cause de la destruction des livres et par là même des bibliothèques. Alors quand Francis m'a demandé d'intervenir sur ce thème, j'étais un peu déboussolé. Je travaille à la Bibliothèque nationale depuis 25 ans et je vous avoue que le feu est une de nos plus grandes hantises avec les inondations. À la Bibliothèque nationale de France, nous avons une compagnie de pompiers. Ils sont 48 pompiers en permanence sur place, jour et nuit. Nous les croisons tous les jours, dans les couloirs, dans les salles de lecture, dans les ascenseurs, vérifiant tout. Parler de feu en bibliothèque n'est donc pas anodin, et tout est fait pour protéger notre patrimoine livresque. Alors bien sûr, les grands musées ont leurs équipes de pompiers, c'est obligatoire dans les établissements recevant un nombre important de public. Mais la présence de pompiers au milieu des livres a un sens tout particulier. Nous ne sommes pas surpris, par exemple, de croiser un pompier dans un musée. Mais je vous assure que croiser un pompier dans un magasin au milieu des plats marocains rouges du XVIIIe siècle aux armes de Louis XIV, ça fait toujours un peu drôle. Mais on va remonter un petit peu dans l'histoire.
La plupart du temps, les incendies dans les bibliothèques sont dus à l'intervention de l'homme, que ce soit de façon involontaire ou volontaire. On estime que plus de 60% des livres détruits le sont de façon volontaire et déterminée. De façon involontaire, ce sont bien sûr des accidents, la plupart du temps des accidents techniques, électriques le plus souvent, ou des causes naturelles plus ou moins rares, ça dépend des régions, comme les tremblements de terre, les volcans, etc. Mais les conséquences sont évidemment les mêmes, et la plupart du temps, les pertes de livres sont ressenties, vécues même par les hommes, de façon bien plus intense que la perte de monuments, voire même que de pertes humaines. Ces derniers mois nous en ont donné la preuve. Les milliers de morts en Irak ou en Syrie sont bien moins évoqués dans la presse que les destructions de patrimoine, et lorsqu'il s'agit de livres ou de manuscrits, la presse s'emballe. Mais pour autant, ce phénomène n'est pas récent. Je vais vous citer quelques vers de Louis Racine, qui est le 7e et dernier fils de son célèbre père, qui, dans son poème « La religion » de 1742, un poème qui a été beaucoup lu au milieu du XVIIIe, se lamente sur les saccages perpétrés par les Arabes. Donc je vous cite ces vers de Louis Racine, qui n'est plus beaucoup lu de nos jours. Jour cruel, jour fatal, où sur tant de trésors, antiques monuments respectés jusqu'alors, par la destruction signalant sa présence, le barbare étendit sa stupide vengeance, que nos plus beaux palais de cendres soient couverts. Mais pourquoi tant d'écrits, à nos regrets si chers, sont-ils brûlés par toi, vainqueur impitoyable ? L'ignorance à tes vœux, sans doute, est favorable. Alors, Racine fait ici une allusion à l'invasion de Constantinople et les destructions des livres et des bibliothèques en 641. Alors, pour mémoire, je vais vous citer cette boutade de ce calife qui ordonna la destruction des livres contraires au Coran, et qui, en même temps, ordonna la destruction des autres livres parce que conformes au Coran et donc par là même inutiles. Racine, fils, déplore cette perte de livres, décrit plus que la perte des pierres. Un autre exemple récent de cet attachement à nos bibliothèques et nos livres. Alors, je passe. Voilà. Ah, si. Alors ça, c'est très récent. En janvier 2014, vous devez vous en souvenir, à Tripoli de Liban, la bibliothèque d'Al-Saïd partait en flammes. C'était un incendie volontaire suite à la découverte d'un tract dans un livre considéré comme contraire à l'islam. Conséquence, 83 000 ouvrages partent en fumée. On les voit ici sur la photo avec toujours le militaire qui garde les cendres. Il y a une autre image, voilà, la porte de la bibliothèque. Alors vous vous souvenez peut-être des photos dans la presse, donc parmi celles-ci, il y a quelques mois. La réaction de la population est très très vive et très rapide. Dès le lendemain, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Tripoli pour montrer leur désaccord. Les dons, aussi bien en argent qu'en livres, arrivent ensuite très très rapidement pour reconstituer la bibliothèque. Tout aussi récemment, en février 2013, au Mali, tout le monde s'est désolé de la destruction par le feu, par les islamistes, d'une des principales bibliothèques de Tombouctou, l'Institut Ahmed Baba. Alors certes, la bibliothèque a brûlé et ses collections avec, mais le monde entier s'est mis à parler de la perte inestimable des 30 000 manuscrits, des célèbres manuscrits de Tombouctou. Alors c'était sans savoir que dans le plus grand secret, ces manuscrits uniques au monde avaient tous été déménagés, le plus souvent dans des grandes cantines en fer, la nuit sur des barques modestes pour remonter le fleuve afin de rejoindre la capitale et être mis en lieu sûr. L'attachement des hommes aux livres, ici aux manuscrits, est immense. Et l'on sait aujourd'hui que les mausolées détruits en partie au même moment à Tombouctou, les images, vous vous en souvenez, étaient terrifiantes, avaient fait le tour du monde, sont déjà soit restaurées, soit en cours de reconstruction. Alors on va faire un petit peu d'histoire anecdotique. Alors, si l'on considère que les premières bibliothèques datent d'à peu près 2500 avant Jésus-Christ, celles-ci sont essentiellement constituées de tablettes sumériennes en écriture cunéiforme. Mettre le feu à ce genre de bibliothèque est assez difficile, ce qui explique qu'il arrive que nous retrouvions régulièrement des bibliothèques presque intactes en fouillant. C'est arrivé assez souvent d'ailleurs, et ces découvertes sont toujours très très riches en émotions et en connaissances, bien sûr. On pense en particulier aux tablettes de la bibliothèque de Ramshara, qui est l'ancienne Ougarit, découvertes en 1929, qui ont été fouillées et déchiffrées par Édouard Dorme. La connaissance du Moyen-Orient en fut à l'époque complètement bouleversée. Alors, je vais passer très vite sur la bibliothèque d'Alexandrie. L'histoire est trop connue, bien que cet incendie soit régulièrement mis en doute par les historiens et les archéologues.
On pense aujourd'hui que cette bibliothèque, maintes et maintes fois détruite lors des invasions, fut plutôt détruite par le temps et l'abandon et la ruine que par le célèbre incendie devenu une icône et qu'on le ressort à chaque destruction de bibliothèque. On pense même aujourd'hui que cette bibliothèque était en fait un immense stock de manuscrits et de papyrus en partance pour le Moyen-Orient via les liaisons maritimes. Bon, là, on sort du sujet. Alors, l'histoire romaine est, elle, beaucoup plus intéressante, déjà parce que nous avons plus de détails, que nous les connaissons mieux, mais aussi parce qu'elle met en scène des hommes responsables de destruction de bibliothèques. Et là, c'est tout à fait passionnant. Alors, nous verrons que l'histoire se répète depuis des siècles et que depuis 2000 ans, les hommes n'ont pas vraiment changé. Alors, les incendies à Rome, sans jeu de mots, sont légion. On pense tout d'abord au plus célèbre, celui ordonné par Néron, qui détruisit les 3/4 de la ville, y compris les plus belles bibliothèques. On estime avoir perdu dans cet incendie, grâce au catalogue de bibliothèques retrouvées, rien moins que, perdu définitivement, 109 pièces de Plaute, 24 pièces d'Ennius, le Hortensius, qui est un important traité de philosophie de Cicéron, la plus grosse partie du Satyricon de Pétrone, là c'est vraiment embêtant, 37 livres de l'histoire naturelle de Pline et énormément de livres de l'histoire ancienne de Tite-Live. Alors, il est un autre incendie qui est moins connu et qui est bien intéressant lui aussi. Claudius, qui était l'homme de main de l'empereur César, fit mettre le feu au temple des nymphes à Rome, dont la bibliothèque conservait nombre de textes assez compromettants pour César. Comme quoi la destruction des preuves n'est pas vraiment un phénomène nouveau. Impossible non plus de ne pas évoquer Pompéi. Je vais l'évoquer Pompéi par une seule anecdote qui est assez belle. En 1752, à Herculanum, on mena des fouilles dans une villa qui avait appartenu à Lucius Calpurnus Pison, qui n'était autre que le beau-père de César. Les fouilleurs tombèrent sur une petite pièce dans laquelle ils trouvèrent une quantité importante, alors je cite les rapports de fouilles de l'époque, de bûchettes charbonneuses. En voici une. Qui, par centaines, partirent à la poubelle ou alimentèrent des foyers, jusqu'à ce que l'on comprenne aujourd'hui, jusqu'à ce que l'on comprenne à l'époque qu'il s'agissait en fait de livres sous forme de rouleaux calcinés. Et là, on voit bien sur l'image les amorces d'écriture. Alors, on a aujourd'hui sauvé 1806 rouleaux, qui sont absolument impossibles à dérouler, donc illisibles. Jusqu'à l'année dernière, le travail est toujours en cours dans les laboratoires de la NASA, pour un système très savant que je ne pourrais pas vous expliquer. Pour l'instant, furent découverts par exemple un exemplaire complet du De Rerum Natura de Lucrèce ou un discours perdu d'Épicure. On attend la suite de encore un autre rouleau qui a une forme un peu spéciale. Non, mais on va découvrir des trésors. Il y a 1800 rouleaux à décrypter, c'est extraordinaire. Je vais vous mettre celui-là quand même. Et je vais vous parler de deux autres incendies qui sont aussi très intéressants. Alors on dit que Li Yu, au Xe siècle après Jésus-Christ, le dernier empereur de la dynastie des Tang, ayant perdu une bataille et par là même son trône, fit brûler sa propre bibliothèque de 10 000 livres, de façon à ce que son ennemi ne puisse en profiter, car, disait-il, et là je le cite, « Le savoir, c'est le pouvoir ». Dans le même genre, Avicenne, très très jeune, en 999, eut accès à la bibliothèque très fermée du sultan de Boukhara. La richesse de cette bibliothèque le surprit et il y passa de nombreux mois à étudier. Après son départ, la bibliothèque prit feu et la légende dit que c'est Avicenne lui-même qui aurait mis le feu afin que personne ne puisse avoir sa connaissance. Alors, dans un autre genre, on peut citer également le grand penseur irakien Abu Hayyan al-Tawhidi, qui vécut entre le 9e et le 10e siècle. C'était un immense érudit, un philosophe aujourd'hui reconnu, mais qui ne le fut jamais de son vivant à sa juste valeur. Il se convertit assez jeune au soufisme et étudia chez lui dans son immense bibliothèque. Devenu âgé, il mit lui-même le feu à ses livres, ne voulant pas laisser cet ensemble, je cite le philosophe, ne voulant pas laisser cet ensemble à des gens qui s'en seraient moqués et se seraient réjouis de tomber sur des oublis ou des fautes en les feuilletant. Restons donc dans la région, et avant d'évoquer les destructions récentes en Irak, je vais vous parler un mot sur un autre incendie, toujours à Bagdad, mais en 1258, lors de la victoire de l'armée mongole. La ville entière fut détruite, et on estime à plusieurs centaines de milliers les Irakiens massacrés par les Mongols. Les cadavres étaient tellement nombreux que les Mongols durent déplacer leur camp à l'extérieur de la ville à cause des odeurs.
L'immense bibliothèque de Bagdad, qui était une des plus importantes à l'époque, fut une des cibles des vainqueurs. Entièrement détruite, incendiée, les volumes restants, les manuscrits et les cendres furent jetés dans le Tigre, et l'on raconte que l'encre versée dans le fleuve, mêlée au sang des cadavres, le rendit noir pendant plusieurs jours. Autre temps, nous sommes en avril 2003, les Américains sont à Bagdad, depuis peu. Vous vous souvenez sans doute de ces autres images terribles de pillage du musée de Bagdad. La Bibliothèque nationale, elle, ne fut pas pillée, mais fut tout simplement incendiée et de façon délibérée par des proches du gouvernement irakien. Les archives également furent entièrement détruites pour les mêmes raisons. Grand classique, on l'a déjà vu à Rome, il est certaines preuves qu'il est toujours bon de détruire. Ce que l'on sait moins, par contre, c'est qu'une autre bibliothèque... Alors, Bagdad... Ça, non, c'est pas ça. Voilà, ça, c'est la Bibliothèque nationale de Bagdad après. C'est la salle des catalogues. Alors, une autre bibliothèque très importante a été complètement détruite, c'est la bibliothèque des Akaf, c'est-à-dire la bibliothèque des affaires religieuses. Et là, c'est une catastrophe. On a 6000 manuscrits anciens qui ont péri par les flammes le même jour. Alors, j'aimerais signaler aussi que le seul bâtiment protégé par les forces américaines à Bagdad à l'époque était le ministère du pétrole. Alors, ce dont personne n'a parlé, ou presque, c'est l'incendie de la bibliothèque de Bassora, qui était très riche aussi, en livres anciens et en manuscrits. C'était une des plus importantes d'Irak. Jean-Marie Arnoux, inspecteur général des bibliothèques, s'est rendu en Irak en juillet 2003, donc juste quelques mois après. À son retour, il donna une passionnante interview au journal Le Monde, dont j'extrais le passage suivant sur Bassora. Alors, le journaliste lui demande « Que s'est-il passé à Bassora ?» Et il lui répond « Il ne reste plus rien des bibliothèques de Bassora. Je circule dans le monde depuis une trentaine d'années, et c'était la première fois de ma vie que je voyais cela. C'était vraiment très poignant. Les rayonnages métalliques confondus et formaient, avec les tas de cendres, des livres, des petits monticules. Tout a disparu. » Je n'ai pas trouvé de photo de Bassora, mais j'en ai une de Mossoul, où on achève la bibliothèque comme ça. Voilà. Alors, on va franchir un peu le temps et les montagnes. Je vous parle un petit peu de la... On va passer assez vite sur la Révolution française, qui ne détruisit pas ou peu de bibliothèques, mais fit plutôt le contraire. En rassemblant les bibliothèques des monastères, des couvents, en faisant les confiscations, les révolutionnaires se retrouvèrent à la tête de plusieurs millions de livres dont ils ne savaient pas vraiment quoi faire. Des dépôts gigantesques à Paris furent remplis de livres en tout genre. Des discussions sans fin à l'Assemblée eurent lieu, sans que jamais une solution ne soit trouvée. On hésita entre la destruction par le feu ou le redéploiement afin d'éduquer le peuple. Alors le problème, c'est que dans cette dernière solution, c'est qu'une très grande partie de ces ouvrages étaient des ouvrages religieux. Finalement, la plupart des livres saisis furent sauvés, sans destruction. Les rares incendies furent liés à des vengeances contre la noblesse et des bibliothèques privées. On proposa bien sûr de brûler la bibliothèque royale, qui devint d'ailleurs nationale à cette époque, car les reliures étaient armoriées aux chiffres des différents rois de France. Mais cette idée n'eut pas de suite. Et les saisies révolutionnaires, par le rassemblement des livres, en fait, détruisirent le premier réseau des bibliothèques françaises, élaboré dès la fin du XVIIe siècle, lequel réseau se reconstruisit tout au long du XIXe siècle. Les confiscations furent, après la Révolution, réparties à nouveau dans toute la France, et pour partie la Bibliothèque nationale, qui à cette date était devenue bibliothèque impériale. Alors, puisque nous sommes dans le Premier Empire, je vais juste signaler l'incendie de Moscou en 1812, qui détruisit presque entièrement la ville, et par là même la quasi-totalité de ces bibliothèques, dont on connaissait la richesse et la grande diversité. Alors, d'autres épisodes de l'histoire de France furent fatidiques pour de très grandes et riches bibliothèques. Je vais vous en donner quelques exemples. En 1870, tout d'abord, l'incendie de la bibliothèque de Strasbourg, le 24 août 1870. Alors, 24 août, c'est le jour anniversaire de Saint-Barthélemy, qui fut une véritable catastrophe. Alors, non seulement la bibliothèque possédait de nombreux exemplaires uniques, ou pour le moins ayant échappé au dépôt légal à la Bibliothèque nationale à Paris, mais elle possédait de surcroît une collection prestigieuse de manuscrits. On a perdu, dans cet incendie de 70, 3446 manuscrits médiévaux. Ça, c'est l'intérieur de la bibliothèque. Après, et ça, c'est à gauche, vous voyez, à gauche de l'église, qui est détruite aussi, le reste de la bibliothèque de Strasbourg. Ça, c'est des photos de 1270. Alors, à la même époque, pendant la Commune, l'incendie, plus ou moins volontaire, de la bibliothèque administrative de la ville de Paris, qui était située dans l'hôtel de ville, fut également une immense catastrophe.
100 000 documents d'une importance capitale pour la connaissance de Paris et des Parisiens disparurent à jamais. Furent ainsi détruits la quasi-totalité, enfin non, même l'ensemble des registres de l'état civil parisien. Vous imaginez la perte pour l'information. La perte des manuscrits est une catastrophe, car ils sont le plus souvent uniques. Une fois détruits, on ne peut plus rien faire. Alors que pour les livres, on essaye toujours de retrouver un exemplaire ou d'en avoir un autre. Alors je vais poursuivre dans le temps. Et on va aborder la Première Guerre mondiale, avec la destruction de la bibliothèque de Louvain en Belgique dès le début de la guerre. Voilà ce qui reste de la bibliothèque. Le 25 août 1914, donc au tout début de la guerre, les Allemands bombardent la ville universitaire de Louvain. Celle-ci est presque entièrement détruite. La bibliothèque, riche de 300 000 livres, est, elle, ravagée par le feu en quelques heures. Le retentissement de cette destruction fut énorme et constitua une des bases de la haine contre les Allemands qui se répandra rapidement dans le nord de la France, puis dans le pays entier. Les pires légendes se mirent en place à partir de ce moment-là. Les Allemands coupaient les doigts des garçons, coupaient les oreilles des morts. Après tout, un peuple capable de détruire une bibliothèque par le feu était capable de tout. Alors, revers de la médaille, la bibliothèque... J'ai une autre photo ici terrifiante. Voilà, ça c'est l'intérieur de la bibliothèque. On voit bien. Et là aussi. Alors, revers de la médaille, la bibliothèque rouvrira en 1928 grâce à un effort international, en particulier américain, mais pas seulement. Alors, petit clin d'œil et vengeance de vainqueur, l'Allemagne, en 1919, fut condamnée à donner à Louvain 300 000 ouvrages. Ce qu'on c'est pas très connu. Alors, petite anecdote, l'architecte de la nouvelle bibliothèque était américain, et il prit de lui-même l'initiative de faire graver à l'entrée la phrase suivante en latin: Furore Teutonico diruta, dona americano restitua, qu'on peut traduire en grosso modo par détruite par un délire teuton, reconstruite par un don américain. Vous imaginez le scandale. La plaque a été démolie par les opposants le jour même de sa pose et ne fut jamais remplacée. En 1940, la bibliothèque de Louvain est maintenant riche de 1 million de volumes et elle est la fierté de l'université de Louvain. Voilà, vous me voyez venir. Vengeance ou pas, le 16 mai 1940, les Allemands à nouveau y mettent le feu. En quelques heures, la bibliothèque est à nouveau entièrement détruite et de ses collections, il ne reste plus rien. Alors rien qu'avec l'exemple de la bibliothèque de Louvain, on comprend l'enjeu et le symbolisme de la destruction des livres et du savoir. Louvain en est un des exemples les plus intéressants. Alors moi, j'ai eu l'occasion de travailler à la bibliothèque de Louvain pour moi, et je vous assure que ces deux destructions complètes sont toujours vivantes, aussi bien parmi les étudiants, la population que le corps enseignant. Alors on va quitter la Belgique. Pour la Seconde Guerre mondiale, en France seulement, on dénombre 19 bibliothèques publiques et 2 universitaires entièrement détruites par les flammes, soit 2 millions de volumes disparus. Alors, quelques exemples célèbres. Tours, 200 000 livres. Alors, pour l'histoire, on a retrouvé des feuilles de livres calcinés à plus de 50 km de la ville pendant des semaines. Beauvais, 42 000 livres. Douai, 110 000. Chartres, alors ça, Chartres, c'est une catastrophe. Tenez, ah non, c'est pas celle-là. Ça, c'est la bibliothèque de Chartres. Enfin, c'était 23 000 volumes, mais surtout, et là c'est terrible, on a perdu 2000 manuscrits détruits et le fonds très important de manuscrits de et autour du platonicien du XIIe siècle, Thierry de Chartres, et de l'école de Chartres, qui a été très très importante. Voilà l'état des manuscrits après l'incendie. Alors ce n'est que récemment que des travaux de restauration ont été entrepris sur les restes, donc sur les restes que vous voyez là, dans les décombres et depuis conservés à la bibliothèque municipale. Le 25 août 1944, c'est au tour de la bibliothèque de l'Assemblée nationale à Paris de partir en flammes. Alors prudent, on avait mis au début de la guerre les pièces les plus importantes, dont le manuscrit des Confessions de Rousseau et la totalité des incunables dans des lieux sûrs en province. Mais il n'y a pas qu'en France que les pertes furent importantes. En Italie, en Allemagne, les dégâts aussi furent considérables. À Dresde, par exemple, en février 1945, les bombardements furent la cause de l'incendie des 3 plus importantes bibliothèques de la ville. Leipzig, elle, perdit 60 000 livres, pour la plupart anciens et assez rares. Alors que dire de Berlin, dont il ne restait presque plus rien après les bombardements. Ernst Junger, dans son journal, tient des propos tout à fait étonnants sur les destructions massives de bibliothèques. Ainsi, le 9 avril 1944, il note, je le cite, « Songez aux masses énormes de livres détruits par les bombardements. Les livres anciens vont se raréfier. Cela aura même des avantages, comme celui de ramener les esprits à l'essentiel. D'une manière générale, l'allure collective de l'existence
entraînera un vaste développement des bibliothèques publiques. Alors, sur ce dernier point, les reconstructions de la prière nous montreront qu'il n'avait pas tort. Les 5 minutes, ouais, 6. Les 4000 raids aériens américains détruisirent la plupart des bibliothèques importantes du Japon, et principalement à Tokyo, et bien sûr sans parler de Hiroshima et Nagasaki, à tel point qu'en 1945, on ne comptait sur la totalité de l'île plus que 5 millions de livres. Et qu'il y a des incendies, tous volontaires, qui, dès 1939, détruisirent les 251 bibliothèques juives de Pologne. 2 millions de livres rares et de manuscrits furent détruits par les flammes. On estime que ce chiffre représente à lui seul plus de la moitié des judaïcas et des hébraïcas présents en Europe à cette date. La Chine a également souffert de la guerre, et de très nombreuses bibliothèques furent incendiées et détruites pendant cette dernière. Après 1949, sous Mao, il était très dangereux de posséder chez soi des livres en anglais. On ne compte plus les particuliers qui mirent exprès le feu à leur bibliothèque, de peur de dénonciation et des punitions qui s'ensuivaient. D'autres préféraient vendre leurs livres discrètement au prix du papier. Une expression fut même créée en chinois, yuanzi, ce qui veut dire littéralement « papier revenu à la vie ». La destruction de bibliothèques est très significative et riche en enseignements divers. Je vais vous citer un exemple très précis, celui de la bibliothèque universitaire d'Alger, donc que vous voyez là en écran, à la fin de la guerre d'Algérie. Alors, petit rappel, nous sommes début juin 1962, en pleine trêve. Depuis une semaine, il n'y a pas d'attentat à Alger ni ailleurs. Mais le soir du 6 juin, l'OAS annonce la fin de la trêve et demande le retour des opérations commando. En fait d'opération commando, l'OAS sait très bien que tout est fini et prépare son retrait. Le 7 juin, la bibliothèque d'Alger est en flammes. Tout est détruit. Un feu immense embrase les bâtiments. Cet incendie est évidemment criminel. Yves Courrière, dans son énorme histoire de la guerre d'Algérie, rapporte ce témoignage d'un membre de l'OAS. Témoignage que je trouve personnellement assez terrifiant. Alors je vous cite le témoignage de 62. Alors ça, c'est voilà, une autre image de la bibliothèque d'Alger. Alors donc je cite ce membre de l'OAS qui avait mis le feu à la bibliothèque. Puisqu'on ne pouvait pas gagner, puisqu'on avait trop tardé à s'entendre, on partirait. Mais, 3 petits points, le 7 juin, un panache de fumée couronnait Alger. La bibliothèque de l'université venait de sauter. 600 000 livres brûlaient et l'on criait de joie. Et les laboratoires des facultés furent plastiqués à leur tour et 2 amphithéâtres. On n'allait quand même pas leur laisser notre culture et notre science. C'est terrible. Ces incendies, après une guerre et une défaite, sont monnaie courante. Nous l'avons vu. Il y a de quoi en tirer quand même de grandes réflexions. La symbolique du livre et du savoir et leur destruction sont essentielles pour la compréhension de l'humanité. Enfin bon, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes. Alors, je vais vous citer Milton, qui écrivait en 1644. Ah, j'ai oublié. Alger a tellement été frappé par la destruction de la Bibliothèque nationale qu'ils en ont fait à l'époque un timbre. Alors Milton en 44 qui dit « Tuer un livre, c'est comme tuer un homme. Celui qui tue un homme tue une créature douée de raison à l'image de Dieu. Mais celui qui tue un livre tue la raison même, il tue l'image de Dieu. » Alors, autre catastrophe récente que je vais évoquer, la bibliothèque de Sarajevo, 3 jours d'incendie à partir du 25 août 1992, 2 millions de livres détruits, des centaines de manuscrits, des millions de fascicules périodiques, 3 jours de bombardement par des obus incendiaires, ordonnés par le général Mladic, alors que la bibliothèque était hérissée de drapeaux bleus, signalant qu'il s'agit d'un lieu de patrimoine culturel. Mais il n'y a pas qu'à Sarajevo, ça on le sait moins. Toutes les grandes bibliothèques de Yougoslavie furent détruites une à une. Vukovar perdit sa bibliothèque, ainsi que celle du monastère des franciscains, riche de milliers d'ouvrages et de manuscrits. Vinkovci brûle en septembre 91, 85 000 volumes. Osijek, 30 000 volumes. Le musée de Vukovar, à son tour. Le compte est là et très précis. 32 513 objets historiques sont détruits, 515 volumes du XVIe siècle et 130 000 livres. 25 et 26 août 91, Zadar, 600 000 livres, 1080 manuscrits. Les soldats se servirent, pillèrent, en ne sachant pas quoi faire d'un reliquat de 200 000 livres volés, il fut décidé d'y mettre le feu. Des témoins disent que plusieurs jours après cet incendie, on voyait encore de la fumée à des kilomètres à la ronde. Alors je pourrais continuer, c'est tellement énorme. Il y a des spécialistes qui ont dit que les destructions de livres et de bibliothèques dans l'ex-Yougoslavie furent plus importantes que celles perpétrées par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'entre 1991 et la fin de la guerre, 188 bibliothèques en ex-Yougoslavie furent entièrement détruites, incendiées et dynamitées. Alors j'essaie là cette longue litanie bien triste et qui continue pourtant, et n'est pas près de cesser.
Alors, il y a l'incendie, il y a une dizaine d'années, de la grande bibliothèque de Lyon, ou celle, il y a quelques mois, de la bibliothèque scientifique de Moscou. Alors, j'ai des images très impressionnantes de Moscou. Ça, c'est la bibliothèque de Moscou qui flambe, il y a 3 mois. En voilà une autre, ça c'est à l'intérieur. Et une autre, voilà, avec les pompiers, il y a la bibliothèque entièrement détruite. Alors, la destruction des livres par le feu donc, est universelle, elle a lieu dans toutes les cultures, et ce depuis toujours. Alors, je vais vous citer Louis-Sébastien Mercier, qui, à la fin du XVIIIe, écrivait dans ses tableaux de Paris « Point de flambeau destructeur, la sottise n'est pas dans le livre, elle est dans le lecteur ». Alors, à la même époque, c'est amusant, parce que Barrère, le révolutionnaire, a écrit un texte sur les causes secrètes de la Révolution, et lui écrivait « S'il n'y avait pas sur la Terre, à des époques répétées, de grands incendies, elle ne serait bientôt plus qu'un monde de papier. » Alors, je vais citer encore Louis-Sébastien Mercier, qui, en l'an 2440, rêve s'il en fut jamais, publié en 1770. Alors, dans ce roman, qui est une grande utopie absolument extraordinaire, il s'imagine revenir à Paris 5 siècles plus tard. Et donc, il décide de se rendre à la Bibliothèque royale, rue de Richelieu. Il arrive sur place, et là, je cite Mercier. « Je découvris qu'un petit cabinet, où étaient plusieurs livres qui ne me parurent rien moins que volumineux. Surpris d'un si grand changement, je n'osais demander si un incendie fatal n'avait pas dévoré cette riche collection. Oui, me répondit-on, c'est un incendie, mais ce sont nos mains qui l'ont allumé volontairement. Convaincus par les observations les plus exactes que l'entendement s'embarrasse de lui-même dans 1000 difficultés étrangères, nous avons découvert qu'une bibliothèque nombreuse était le rendez-vous des plus grandes extravagances et des plus folles chimères. Nous avons immolé tous ces auteurs qui ensevelissaient leurs pensées sous un amas prodigieux de mots. » Alors, en conclusion, je voudrais vous donner un exemple assez intéressant de bibliothèque en feu. Il s'agit de celle créée par l'artiste italien Claudio Parmigiani, qui a inventé un procédé qu'il appelle le delocation. Il s'agit en fait de créer une installation dans une pièce, d'y mettre le feu, et une fois la combustion terminée, de retirer les restes et de ne conserver que des traces de fumée et de suie. Plusieurs fois, il a fait cette expérience avec des bibliothèques et avec des livres en rayon. Le résultat est tout à fait étonnant. Il ne reste plus que de la bibliothèque que la trace, le fantôme de la bibliothèque. Et donc on voit là que la destruction peut aussi conduire à la construction, celle d'une image, ici d'une œuvre d'art, qui est aussi le signe de la Renaissance, même après le feu destructeur. Donc je vais vous montrer des images de ces bibliothèques fantômes, bibliothèques de fumée, qui sont assez étonnantes. En voici une. Donc il n'y a plus rien, il n'y a que les traces de fumée sur le mur. Voilà une autre. Celle-ci qui est de plus près. Et celle-ci qui était installée au couvent des Cordeliers à Paris. Je vais vous mettre sur celle-là. Voilà, je vous remercie. J'ai oublié une seconde. Quand j'ai commencé à travailler sur ce thème, sur les bibliothèques en feu, évidemment, en bon professionnel ou chercheur, je suis allé sur le catalogue de l'ABN et en mot du titre, j'ai tapé « bibliothèque feu ». En me disant que sur le catalogue, on allait avoir une quinzaine de bouquins qui comprenaient ces mots dans le titre. Donc je tape « bibliothèque feu », et là, j'ai un résultat de 7668 réponses. Alors, j'étais assez surpris, et j'ai commencé à regarder les notices, et en fait, le catalogue m'a sorti tous les catalogues de vente de livres avec le titre « Catalogue de la bibliothèque de feu Monsieur X »,« Catalogue de la bibliothèque de feu Monsieur », ce qui expliquait le nombre de titres.